Bonjour, je reçois aujourd'hui une personnalité exceptionnelle, un médecin, cardiologue, Patrick Eberhardt, qui a écrit ce livre « Dans les fracas du monde ». Et quand vous dites bonjour, docteur, quand vous dites les fracas du monde, ce n'est pas une plaisanterie parce que c'est un monde complètement fracassé que vous nous décrivez, celui dans lequel vous avez soigné, vécu, organisé, travaillé. Vous commencez à l'âge de 22 ans, ce qui est stupéfiant, comme médecin au Biafra. À l'époque, le pays, le Nigeria, est complètement disloqué par une guerre civile terrible. Commençons donc par ce premier épisode de votre vie. Comment se fait-il qu'à 22 ans, jeune médecin dont la formation n'était peut-être pas tout à fait terminée, vous vous retrouviez au Biafra? Alors, c'était mai 68, vous savez, c'était une période très agitée à Paris. Et je n'avais jamais eu beaucoup d'activité politique. Et c'est vrai que tout d'un coup, je m'étais senti revivre à cause de cette révolution, entre guillemets, qui me permettait d'imaginer une médecine différente. Moi, je travaillais à l'époque, j'étais interne dans un hôpital de la banlieue parisienne. Et les conditions pour les patients étaient très difficiles. Et je trouvais ça injuste. Comment ça, très difficile? Vous savez, par exemple, au Kremlin-Bicêtre, pour le dire, il y avait 200 malades dans une pièce, vous voyez, des salles communes absolument gigantesques. Enfin, des conditions d'hospitalisation très, très médiocres. Qui n'avaient pas changé depuis très longtemps. Toujours, vous voyez, c'était vraiment un changement nécessaire. Et puis, évidemment, je dirais l'autorité des mandarins, l'organisation des hôpitaux était quand même quelque chose contre lequel on se révoltait. Et c'était l'occasion d'essayer de changer la médecine en France. Vous voyez, vous étiez jeune étudiant en médecine et vous vous disiez peut-être que les choses allaient changer. Mais les choses, évidemment, n'ont pas vraiment changé. Il y a eu quelques réunions, il y a eu un livre blanc, il y a eu Edgar Faure qui a essayé de changer les choses. Mais quand je suis revenu de vacances, j'avais été aux États-Unis, j'avais rencontré des étudiants, on pensait qu'il fallait vraiment changer les choses. La médecine était différente aux États-Unis à cette époque de ce qu'elle était en France? Non, mais vous savez, c'était l'époque où il y avait des free cliniques. La free clinique, par exemple, à Berkeley, c'était des endroits où on prenait les gens de façon globale. C'est-à-dire qu'on considérait le patient comme quelqu'un qui méritait des explications, une prise en charge médicale, éventuellement de la nutrition. C'était quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant. Et qui n'existait pas en France? Qui n'existait pas du tout en France. Mais j'avais rencontré un certain nombre de psychiatres qui voulaient faire ça. Et puis le projet a échoué, et donc je me suis retrouvé au Kremlin-Bicêtre avec mes très nombreux patients, et un peu déçu. Et j'avais un ami à l'époque, Arnaud Marty-Lavozette, je le cite parce que ce garçon qui est mort aujourd'hui est devenu le président de AIDE. Et donc un militant acharné, et avec lui, on a vu une petite affichette dans la salle de garde du Kremlin-Bicêtre, la Croix-Rouge française cherche des médecins pour aller au Biafra. On ne savait pas, on s'est dit c'est quand même bizarre, pourquoi on ne ferait pas ça? Vous voyez, c'était le hasard. Mais vous ne saviez pas ce qu'était... On ne savait pas ce qu'était le Biafra, on ne savait pas ce qu'était la guerre. Oui. Et donc on a dit, allez, on y va. Et donc je me souviens, on est parti à Genève, on a rencontré les officiels de la Croix-Rouge internationale, puisque la Croix-Rouge française mettait cette délégation au service de la Croix-Rouge internationale. Et là, on a rencontré des gens qui nous ont dit, vous allez voir, c'est formidable, c'est extrêmement bien, il faut que vous fassiez ça, mais vous ne devez pas parler. C'est un secret absolu. Si vous voyez des choses, vous ne le dites pas. On a dit, bon, d'accord, on est parti. À Genève, l'après-midi, avant de prendre l'avion, on a vu un film de guerre, donc on a commencé à se dire, tiens, vous voyez, c'est un peu dangereux. Et puis, on est arrivé sur une île qui s'appelle Fernando Po, qui est dans le golfe de Guinée. Et puis, la nuit, des avions nous déposaient, tout feu éteint, dans le réduit Biafra, qui était un territoire récupéré par une population Ibo. C'était une population qui avait été très agressée pendant des années et qui avait souhaité son indépendance au sein du Nigeria. Et à l'époque, c'était interdit. Je veux dire que c'était, vous voyez, la balkanisation de l'Afrique. C'était absolument impossible. Mais bon, ils avaient fait ce choix. C'était un choix qui était
rejetée par la communauté internationale tout entière. Très peu de pays la soutenaient. Et le Nigeria est intervenu de façon extrêmement brutale pour réprimer. Avec les Soviétiques, les Américains, les Anglais, tout le monde, sauf le général de Gaulle qui, lui, pensait que, pour en fait faire la balance avec les anglophones, que ce pays devait avoir droit à l'autodétermination. La guerre, alors on est arrivé en pleine nuit, on s'est installé, je raconte ça dans le livre, et on a pendant plusieurs mois d'abord opéré, puis... Quel genre de blessés? Alors des blessés de guerre, vous savez, c'était très primitif, c'est-à-dire qu'il y avait des bombardements, on nous amenait 50 blessés à la fois, il fallait faire du tri. Moi j'avais évidemment opéré comme externe, vous voyez, dans les hôpitaux, mais là il y avait quand même des médecins bien frais, il y avait des aînés, Max Récamier. C'est un peu comme la situation en Ukraine aujourd'hui, non? Oh, sûrement. Bombardement. Mais avec cette différence, c'est qu'en Ukraine, c'est un pays développé, oui, dans lequel il y a des structures hospitalières, évidemment, qui fonctionnent. Qui sont bombardés aussi. Tant qu'on ne les bombarde pas. Les Russes ont une spécialité, si j'ai bien compris, de bombarder les hôpitaux. Absolument. C'est ce que vous dites dans votre livre, et c'est ce qu'on voit en Ukraine aussi. Absolument. Vous savez, l'hôpital était recouvert de Croix-Rouge, et donc, un jour, on reçoit une bombe. Et en Syrie, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Voilà. Oui. Et pourquoi ils font ça? Eh ben, écoutez, parce que c'est simple, à cause de la Croix-Rouge, probablement. C'est-à-dire que vous avez une cible. Non, je pense que... quel but stratégique à tirer sur les blessés, sur les ambulances? C'est un but de démoralisation. Je veux dire, vous savez, quand vous avez tous les soirs 50 blessés graves qui arrivent en même temps, ça vous fait réfléchir. Il faut être très courageux, il faut continuer. Vous voyez, c'est un peu le problème de l'Ukraine. Et quand on regarde les Ukrainiens et le siège actuel de cette usine métallurgique, on se dit que, évidemment, les types qui sont là-dedans ont du courage et qu'ils vont souffrir. Et quand vous êtes médecin, vous avez envie d'aider. Alors voilà, on ne connaissait pas la situation politique, on ne connaissait pas la situation de la Croix-Rouge, mais on s'est dit, on va aider et on va demander à ce que ça cesse. Et on va dire au monde entier que c'est injuste. Et là a commencé un conflit avec la Croix-Rouge internationale qui, bien sûr, ne souhaitait pas qu'on fasse ces déclarations. Il y avait un certain nombre de journalistes, donc ces journalistes reflétaient la situation. Mais il n'y avait pas une voix qui se portait. À l'époque, Bernard Kouchner, qui était déjà sur le terrain, je n'étais pas parti avec lui à cette époque, mais lui a commencé à dire, avec Max Récamier, notre chef de mission, que cette situation était inacceptable. C'est l'avènement donc du droit humanitaire, en quelque sorte, c'est le début. Alors, on ne peut pas parler de droit humanitaire, parce que le droit humanitaire, il est déjà largement développé par les instances internationales, et en particulier la Croix-Rouge internationale, mais c'était ce qu'on pourrait dire le droit de protester et le droit d'accès aux victimes. C'était ça l'idée, qui va nous permettre de créer Médecins sans frontières. Nous étions donc un certain nombre revenus du Biafra, et on se disait, mais comment est-ce qu'on peut traduire cette situation insupportable, parce que je ne vous ai pas parlé évidemment des enfants qui étaient affamés et qui représentent, vous savez, l'enfant affamé en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a le kwashiorkor, c'est une maladie de la dénutrition profonde, et il y avait des centaines d'enfants qui étaient comme ça. Parmi les personnalités que vous mentionnez souvent dans votre ouvrage, il y a donc Bernard Kouchner, à propos du Biafra déjà, qui s'est manifesté. Décrivez-nous sa personnalité. Il a été beaucoup critiqué également. Oui, mais si vous voulez, quand vous êtes un jeune médecin sur le terrain et que vous trouvez injuste la situation dans laquelle vous évoluez et que vous avez envie de protester, c'est vrai que Bernard Kouchner était l'homme de la situation. C'est-à-dire que déjà, il était d'abord très engagé politiquement, donc il avait une façon de comprendre les situations dans lesquelles il vivait. Nous étions naïfs et débarquions dans une situation que nous ne connaissions pas. Lui avait vécu des expériences politiques. Et quand nous sommes revenus, nous avons eu de nombreuses discussions, et puis nous avons créé un comité contre le génocide au Biafra, et puis nous avons emmené, grâce à lui, un certain nombre d'intellectuels. Et c'est vrai que c'est le début de
je dirais, du compagnonnage entre des humanitaires et des intellectuels. Et finalement, tout mon trajet va être associé à un certain nombre de personnalités qui vont nous permettre de réfléchir en même temps. C'est-à-dire que de ces situations inacceptables, nous allons essayer de trouver le droit, c'est-à-dire de faire le droit. Nous pensions que le droit n'était pas assez construit en ce qui concerne l'action humanitaire, qu'il y avait certes les règles de la Croix-Rouge internationale, mais que l'accès aux victimes, la protection des civils pendant les conflits n'était pas assez développée. C'est là que nous avons commencé à avoir une idée sur le terrain, c'était de construire une ONG. On ne savait pas que ça s'appelait des ONG à l'époque. Maintenant, il y en a des milliers. Une ONG qui pourrait faire mieux que la Croix-Rouge internationale. Alors, à l'époque, c'était quand même un peu prétentieux parce que c'était une grosse structure. Et nous... ce sont des intellectuels de premier rang, de premier plan qui vous ont aidé. Vous parlez de Michel Foucault, de Jean-Paul Sartre et d'autres. Absolument. Si vous voulez... alors, pendant cette période, je dirais, du Biafra, il y avait les anciens intellectuels, c'est-à-dire Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, que nous allions voir et à qui nous disions, Jean Kelevitch, qu'est-ce qu'on peut faire, comment aidez-nous. Et qui vous écoutaient. Et qui nous écoutaient. Ils n'étaient pas encore très persuadés. La vraie persuasion va arriver avec l'île de Lumière, le bateau qui va récupérer les boat people en mer de Chine. Là, c'est la première fois que des intellectuels vont s'engager publiquement. C'est-à-dire que les deux opposants, droite et gauche, Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, vont se réconcilier sur cette action. C'est-à-dire que des gens qui meurent en mer de Chine, on doit leur tendre la main. C'est la première fois que, finalement, il n'y a pas de victimes de droite ou de gauche. Il faut les aider. Et ça a été un changement très notable, un changement qui nous a propulsés, qui a propulsé aussi, à l'époque, le président de la République, c'était Giscard d'Estaing, qui a accepté de donner des visas. Et donc, la première fois... Des visas aux boat people pour venir en France. Aux boat people qui arrivaient en France. Nous avons envoyé, avec Médecins du Monde après, Médecins sans frontières, puisque nous avons créé cette association après, autour de cette opération, l'île de Lumière, un bateau pour la mer de Chine. Et c'est vrai qu'on en a envoyé des centaines et que ces bateaux ont récupéré beaucoup de gens. On nous critiquait en disant jamais vous aurez repêché un boat people. On en a repêché pas mal, mais surtout, on a attiré l'attention sur leur situation. Et comment expliquez-vous l'évolution de l'opinion publique vis-à-vis de justement cet effort d'humanité? Alors, si vous voulez, c'était nouveau et c'était loin. Donc, je dis ça par rapport à la Méditerranée, puisque vous m'emmenez sur ce terrain, mais c'est vrai que c'était nouveau, c'était loin, et c'était peut-être des Asiatiques que l'on avait combattus. Peut-être qu'il y avait là aussi la satisfaction qu'ils n'acceptaient pas le communisme dans lequel ils étaient. Il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé récemment en mer Méditerranée, qui est beaucoup plus proche, avec des milliers de réfugiés qui viennent du Moyen-Orient, ça nous a beaucoup déçus. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était deux poids, deux mesures, que c'était pas bien de ne pas recevoir ces gens et de les laisser mourir au milieu des vacanciers en Méditerranée. Voilà. Ça, c'est vrai que ça a changé. C'est vrai que quand on voit aussi aujourd'hui les réfugiés ukrainiens qui sont heureusement bien reçus en Europe et en France aussi, on ne peut que se vanter de cette situation. Je pense que c'est très bien, les gens ont compris ça. Mais il y a quand même un deux poids, deux mesures. Il y a ceux qui arrivent du Sud et ceux qui arrivent du Nord, disons. Mais il y a aussi dans la population, non seulement française, mais européenne, une certaine crainte vis-à-vis de l'immigration non contrôlée. C'est-à-dire qu'on veut bien accueillir, si j'ai bien compris, les réfugiés ukrainiens dont on voit tous les jours à la télévision dans quelles conditions ils sont traités par les Russes. Et ces réfugiés
qui paraissent plutôt être attirés par la perspective d'une vie meilleure, alors qu'en Europe, la situation économique n'est pas si bonne qu'elle permette l'accueil sans filtre de milliers, voire de plus, de dizaines de milliers de personnes. Non, ça, je comprends bien que, comme disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère Voilà. du monde. Mais il y a des moments où il faut accueillir les gens. Et si vous regardez dans le monde, je vais prendre un exemple, le Liban. Le Liban est un petit pays. Vous avez été Oui, plusieurs j'étais fois. très souvent. Très Le Liban, souvent. c'est un peu mon pays. C'est un magnifique exemple d'un État qui est à bout. Voilà, à bout. Mais à bout, il accueille à peu près 25% de sa population en réfugiés syriens. Ils font ça depuis le début de la guerre. Donc je pense qu'il y a quand même, vous voyez, une solidarité minimale. Ça s'appelle, je ne sais pas moi, la fraternité, l'universalisme. Je veux dire, quand on a des problèmes, ça va nous arriver aussi. Vous voyez, l'histoire ukrainienne, tout le monde dit, mais moi, je ne veux pas faire la guerre. Oui, ben non, mais ça peut vous arriver. Donc je pense qu'il y a une solidarité qui est fondamentale et qu'il ne faut pas abandonner. Alors, il faut prendre des mesures, il ne faut pas accueillir tout le monde, il faut trouver les moyens de les accueillir, il faut le partager. Alors l'Europe est un exemple formidable d'accueil, puisque on peut répartir les réfugiés dans de nombreux pays. Et puis il y a des pays qui vont préférer, etc. Donc je pense que la réponse, elle est européenne, c'est-à-dire que oui, on ne peut pas recueillir tout le monde. Cela dit, souvenez-vous, en Allemagne, lors de la réunification, ils ont accueilli 20 millions d'Allemands. Alors, c'est quoi qu'il en coûte, hein, mais oui, c'était déjà le cas. Mais c'est vrai que c'est un moment où il faut prendre des décisions. Parlez-nous des grands moments de votre carrière, justement, de médecin sur le terrain. Il y a aussi donc plusieurs séjours au Liban, marqués par la guerre civile. Il y a un certain nombre de pays. Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pour vous, ou en tout cas le plus marquant? Ben, peut-être que je dirais qu'il y a évidemment beaucoup d'exemples que je retrace Ouais. dans ce livre, il y en a énormément, mais c'est vrai que le Liban, c'est un pays, c'est mon pays de cœur, quoi. J'y ai été des centaines de fois, j'y ai des amis, j'ai des amis qui ont développé des structures humanitaires merveilleuses, et j'insiste beaucoup actuellement sur ce principe, c'est-à-dire qu'on doit développer les structures humanitaires dans le pays et qu'on ne doit plus apporter du nord au sud, mais il faut qu'on aide les pays du sud à développer des structures. Et les Libanais l'ont très bien fait. En tout cas, moi, j'ai des amis, en particulier le docteur Mohana, qui est un formidable humanitaire libanais. Voilà, mais c'est vrai que pendant des années, on a vécu des périodes atroces de conflits, de bombardements, et aussi, je dirais, de massacres. Les massacres des phalangistes. Oui. Vous parlez dans votre livre. Oui, il y a eu Tel el-Zatar, Naba, qui étaient des choses horribles. C'est-à-dire, probablement un peu ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, en Ukraine. Et ça me donne cette impression quand je vois ces hôpitaux bombardés et ces populations civiles qui fuient. Sauf que, évidemment, elles sont habillées différemment, ils sont habillés comme nous. Et peut-être ça fait plus mal, voyez-vous. Mais enfin, bon, ça c'était le Liban. Et puis après, Sabra et Shatila, vous voyez, des choses atroces. C'est vrai que c'est des choses dont je parle encore avec émotion, parce que c'était le pire. Vous voyez, le pire. Vous pensez toujours que vous avez vu le pire. Au Biafra, c'était le pire. Sabra Shatila, c'était le pire. Et puis, le Rwanda, c'est encore pire. Vous voyez. Et comment expliquez-vous que dans l'homme, il y ait à la fois le meilleur, c'est-à-dire ce que vous faites, ce que font les médecins et les humanitaires de Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge, etc., et dans le même homme, en quelque sorte, il y a aussi des gens capables du pire, de tuer des enfants, des femmes, sans défense, enfin sans parler d'autres traitements épouvantables. Je ne peux pas répondre à votre question. Ce que je peux répondre, la seule réponse, c'est pour moi de faire le droit, c'est-à-dire attirer l'attention sur ces situations et essayer qu'elles n'existent plus. Vous avez rencontré des bourreaux vous-même dans votre carrière?
par les hasards des champs de bataille. Oui, j'ai vu des militaires qui exterminaient la partie d'en face, des bourreaux. Oui. Non, enfin, j'ai pas rencontré des militants de l'État islamique qui décapitaient les gens. Vous voyez, on en arrive à des Oui. situations effrayantes. Je voudrais aussi parler d'un autre sujet, puisque cette émission, malheureusement, a une durée limitée. C'est cette grande affaire de l'épidémie du VIH qui a conduit également à un changement d'attitude de la société, au sein de la société. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses se sont passées? Si vous voulez, je pense que ça a été l'occasion, comme dans toute épidémie, de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, tout d'un coup, on pense qu'on a vécu, nous, médecins, on a tout vécu. Vous voyez, on a vaincu, le sida est contrôlé, le paludisme fait toujours beaucoup de dégâts, mais on le traite. Finalement, on a tout contrôlé. Mais non, il arrive toujours quelque chose de nouveau. Et ça, cette épidémie, elle a mis en cause les systèmes de soins, même dans les pays développés comme en France ou en Europe. Là, vous parlez du Covid. Oui. Oui. Ah, vous parlez du sida? Oui, moi je disais l'époque Ah oui, oui. dont vous parlez longuement dans votre livre. Absolument. Alors, ça, c'est le Covid. Bon, vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Mais lorsque l'on était, nous, médecins, et en particulier avec beaucoup de médecins qui travaillaient chez le professeur Gentilini, que vous avez reçu ici, et qui étaient au fait de ces maladies infectieuses et de ce que pouvait être l'épidémie de sida, nous avons décidé d'essayer d'aider les plus pauvres et les plus rejetés. C'est-à-dire que c'est une épidémie qui a créé des réactions, vous voyez, de rejet très importantes. Au début, il y avait des pancartes à l'hôpital où on mettait un point rouge pour dire lui est contaminé. Donc là, nous avons pensé que les toxicomanes, qui étaient une grande partie de ces victimes, devaient être aidés. C'était une période où en France, la prise en charge des toxicomanes était très médiocre et nous avons essayé de créer le droit des toxicomanes en créant des dispensaires de prise en charge et en imaginant un système qui puisse les protéger. On pense que, si vous voulez, ce pays, la France, qui avait très mal pris en charge ces toxicomanes, a développé, grâce à nous, parce que je le fais sans flagornerie, je le fais parce que c'est vrai, les humanitaires ont permis à l'État de mettre en place une politique qui s'appelle la réduction des risques et qui permet de limiter les dégâts chez les usagers de drogue. C'est-à-dire que les usagers de drogue ne sont pas des coupables, ils sont des victimes, c'est des malades, il faut les considérer comme ça. Et il se trouve, j'écoutais aujourd'hui les résultats de l'épouvantable épidémie de décès par overdose aux États-Unis, énorme, qui n'existe pas en France. Et j'ai été invité à Harvard il y a 1 an sur ce sujet. Je pensais que c'était un sujet qui pouvait les intéresser parce qu'eux sont un peu inactifs et ne savent pas comment faire. Il se trouve qu'en France, les soins pour les toxicomanes sont gratuits, que l'accès à la substitution se fait facilement, que les centres d'accueil sont très nombreux et qu'il n'y a pas de décès par overdose actuellement. Donc je pense que cette politique, qui est une politique humanitaire, que vous avez induite, que nous avons induite d'abord à Médecins du Monde, puis dans les différentes structures hospitalières, je continue à être membre d'une association dans le sud-ouest où il y a une prise en charge absolument remarquable, Bizia à Bayonne, et c'est vrai que je dirais que c'est comme la façon dont nous avons traduit notre désir de médecin d'améliorer la prise en charge des sujets les plus exclus de la société. Vous avez eu une carrière absolument exemplaire. Et est-ce que, en ce moment, vous avez encore des activités dans ce domaine? Alors, vous enseignez également. Alors, j'enseigne à Paris 8, le diplôme universitaire Sud, santé, urgence, développement, et surtout, je fais des missions pour la chaîne de l'espoir, qui est une formidable organisation dirigée par le professeur Deloche et Éric Chesson. Et
et qui fait un projet en Mauritanie formidable. Ça s'appelle, si vous voulez, la prise en charge sud-sud. C'est-à-dire que nous essayons de former des chirurgiens à la chirurgie cardiaque pédiatrique. Vous voyez, c'est quand même très développé. Mais au lieu de faire venir les enfants et de les opérer en Europe, on les opère sur place et surtout, on forme en même temps les chirurgiens. Et je reviens d'une mission d'une dizaine de jours la semaine dernière où on a formé chirurgiens, anesthésistes, penseurs, vous voyez, réanimateurs d'un service de pédiatrie chirurgicale cardiaque à Nouakchott. Et ça, je pense que c'est l'avenir qu'il faut soutenir et que ça s'appelle ce que moi j'appelle le développement durable et juste. C'est-à-dire qu'on peut continuer à équilibrer dans le monde la politique pour que l'on n'arrive pas à des désastres tels qu'ils existent aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, si vous le voulez bien, vous allez revenir dans cette émission pour parler de cette expérience inédite, nouvelle en Mauritanie, et qui est non seulement très intéressante, mais qui est un exemple, je crois, à suivre dans tout le continent africain, dans le monde entier. Patrick Eberhardt, docteur Eberhardt, je vous remercie et je signale à nouveau votre livre « Dans les fracas du monde », qui est publié chez Kalman Levy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir suivi cette émission.